Travailler dur ne te garantit pas le succès. Travailler dur ne suffit pas pour réussir en sciences. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce dont tu as besoin en plus du travail pour faire une vraie différence et réussir à marquer ton temps en tant que scientifique. Beaucoup de jeunes scientifiques africains pensent qu'il suffit de travailler très dur pour réussir en sciences. Et ils se disent que travailler dur est la clé du succès en sciences. Ils se disent, ok, je suis talentueux, ok, je travaille dur, donc je vais réussir. C'est pas le cas. Mais si c'était vrai, pourquoi donc beaucoup de talentueux scientifiques qui travaillaient dur sont restés dans l'ombre, sont restés invisibles jusqu'à aujourd'hui? Et d'aucuns ont même abandonné les carrières scientifiques. La vérité, travailler dur sans stratégie mène tout droit à l'épuisement et à l'obsolescence, mais pas au succès. Pour vraiment réussir en sciences, pour vraiment devenir un chercheur accompli, tu as besoin d'autres éléments en plus, d'éléments supplémentaires que je vais te décrypter dans la suite de la vidéo. Le premier élément dont tu as besoin pour réussir en sciences, c'est un mindset de fer. Il faut que ton mindset soit très fort. La manière dont tu te parles à toi-même déterminera automatiquement tes chances de réussite. Le premier frein à ta réussite, en effet, ce n'est pas le manque de financement, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas comment ton voisin te traite, ce n'est pas comment tu n'as pas de chance d'être dans un laboratoire. Le premier frein, c'est toi. C'est comment tu te parles à toi-même. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu es dans ta chambre? À quoi est-ce que tu penses? Je suis sûre que tu te dis, tout ça c'est parce que je n'ai pas d'argent, tout ça c'est parce que mes parents n'ont pas d'argent, tout ça c'est parce que je suis dans un pays qui n'aime pas que certains soient dans cette région ou dans d'autres régions. Je ne suis pas assez bon, les autres sont meilleurs que moi, ou alors j'ai pas assez de chance parce que j'aurais pu avoir d'autres mentors qui m'auraient mieux encadré. Lorsque tu te dis tout ça dans ta tête, est-ce que tu penses que ça reste sans impact dans ta vie? Tu penses vraiment que ça n'a aucun impact? Juste pour t'expliquer, 5% de ce que tu es aujourd'hui vient de ton conscient. Les 95% autres viennent de ton subconscient. Ça veut dire que tu peux programmer ton subconscient avec des paroles conscientes. Donc, en utilisant des paroles négatives de manière consciente, tu programmes ton subconscient qui va te reprogrammer par la suite à être négatif également. Et donc, à ne pas te battre pour atteindre les objectifs que tu te serais fixés. Le syndrome de l'imposteur, par exemple, il touche 90% de la population. Des gens ont peur de prendre la parole en public, ils ont plus peur de la prise de parole en public que la mort. Mais ceux qui réussissent, leur mindset est différent. Le mindset est de celui qui ose, celui qui, même malgré la peur, il ose. Il ne baisse pas les bras. Il ne se dit pas qu'il ne peut pas le faire. Il se dit, let's do it. Si j'échoue, j'aurais appris. Ou je ne le connais pas encore, mais je vais apprendre. Il change sa manière de s'exprimer. Il change sa manière de se parler à lui-même pour reprogrammer son subconscient de manière consciente et mener des actions qui le feront avancer vers son avenir. Donc oui, il se répète, je peux apprendre, je peux devenir meilleur, je peux m'améliorer. Et donc toi, ta solution également, c'est de changer ton dialogue. Commence aujourd'hui à changer ton dialogue, à remplacer tes paroles et tes pensées limitantes par des pensées plus positivantes, disant je peux créer des solutions innovatrices, je peux résoudre le problème du cancer, je peux réussir à publier mes travaux, je peux faire une recherche qui touchera des milliers de vies, je peux aider des autres à devenir meilleurs. Et chaque jour, je progresse pour impacter le monde. Garde une trace écrite de tes réussites. Félicite-toi, encourage-toi, célèbre tes succès et rassure-toi que en faisant cela, tu es en train de travailler sur toi pour te donner la force, le courage de continuer à avancer en plus du travail et donc par conséquent d'attirer ce dont tu as besoin pour devenir encore meilleur. Un étudiant en doctorat par exemple qui doit rédiger un article mais qui doute sur la qualité de sa compétence, si sa compétence à rédiger un article scientifique de manière adéquate, et alors qu'un autre qui s'est dit ok, je vais le faire, je vais faire mon premier draft, tant pis si on me rejette, je vais le soumettre comme ça, et à la fin
si j'ai des retours, je vais les prendre pour m'améliorer. Tu penses que lequel des deux aura plus de chances d'atteindre ces objectifs par la suite? Bien sûr que c'est celui qui a essayé, parce que si tu n'essayes pas, tu es déjà éliminé. Donc, en ayant cette pensée de j'essaye, je me bats, je m'accroche, tu réussis à avoir aussi une traction positive dans ta vie. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que travailler dur, sans stratégie, c'est comme courir dans le sac. Oui, vraiment, si tu travailles évidemment sans stratégie, tu fais comme le hamster qui te court dans la roue comme ça, pour rien, et tu t'épuises. Tu t'épuises, à la fin, tu n'as pas de résultat, tu n'as pas de output, on ne voit rien. Et même toi, tu te sens fatigué, de un. De deux, tu es très fauché, parce que quand tu travailles sans stratégie, étant scientifique, tu es vraiment très, très fauché. Tu es vraiment à la limite du rouge, parce que un scientifique qui ne sait pas travailler de manière stratégique, à la fin, n'a pas d'opportunité, ou n'a pas d'opportunité de manière suffisante pour réussir à subvenir à ses besoins de manière conséquente. Donc, il faudrait savoir comment travailler dur, oui, mais de manière stratégique. Qu'est-ce que c'est que la stratégie dont je te parle? Tu travailles dans des projets qui ne te valorisent pas, ou alors qui n'ont pas une portée à long terme, donc sans réelle visibilité. Ça veut dire que tu vas faire des projets parce qu'a priori, tu vas te dire que la rentabilité à l'instant T précis de ma vie est majeure. Je veux dire, on va me donner un salaire de 150 000 francs ou 200 000 francs. Je serais contente parce que à la fin du mois, j'ai de quoi payer mon loyer. Mais si tu vois que ce travail te bloque dans une situation dans laquelle tu n'apprends plus rien de nouveau, tu fais des tâches routinières de manière systématique, sans aucun moyen de te développer, d'évader ton cerveau, de te faire grandir, est-ce que tu penses qu'au long terme, ta courbe de croissance, elle va aller de manière exponentielle, de manière linéaire ou alors de manière décroissante? Tu penses qu'elle va rester stable, elle va décroître ou elle va croître de manière exponentielle? Si je te pose cette question, comme je te la pose à ce moment précis, tu réalises qu'il y a des opportunités qui semblent très alléchantes de manière factuelle quand tu utilises les faits, mais qui, de manière rationnelle, de manière plus intuitive, plus visionnaire, seront limitantes par la suite pour toi. Et à la fin, tu vas travailler dans beaucoup de choses. Tu vas publier beaucoup d'articles. Tu vas faire un article en hépatologie, un article en hématologie, un article en parasitologie, un article en virologie, sans aucune structure. Parce que tu vas te dire, OK, le but c'est d'avoir beaucoup d'articles. Le but c'est de faire beaucoup de choses à la fois. Donc je fais tout. Et à la fin, on va dire que j'ai beaucoup d'articles. C'est un exemple. Mais sauf que quand tu as beaucoup d'articles, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dis aux gens, je ne sais pas ce que je fais tout dans tout parce que je veux juste montrer que je sais faire des choses. Mais celui qui va voir ton profil ne sait pas comment t'aborder, ne sait pas dans quelle case te ranger. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il ne te prend pas. Il n'est pas là pour réfléchir comment il va te caser. Il ne te prend pas du tout. Il te met de côté. Il cherche un profil plus cohérent qui se dit, OK, il ne fait que dans les bactéries résistantes ou il ne fait que dans les virus. Tiens, moi je fais dans les virus, donc je le prends. C'est très simple. C'est très simple. Donc si tu travailles sans stratégie, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu publies 1000 articles dans 1000 journaux sans aucune structure. Tu fais tout et n'importe quoi. Et alors tu as des problèmes, tu as des chances de casser la tête. Tu as des chances de casser la tête et à la fin d'être épuisé, de finir dans le burn-out et te dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que tu n'avais pas de stratégie. Donc qu'est-ce que tu dois donc faire? C'est que tu dois choisir un domaine stratégique pour pouvoir travailler de manière focalisée, de manière centralisée, déterminée sur ce domaine-là. Si tu ne sais pas comment le faire, cherche un mentor. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Un mentor qui pourra t'aider, qui pourrait t'aider dans ta carrière et t'orienter sur les domaines stratégiques ou alors les domaines clés de ton aire de recherche. La deuxième chose à faire, c'est que tu dois valoriser tes compétences. Essaye de trouver des opportunités qui matchent avec ta vision, avec tes compétences actuelles et les compétences que tu comptes développer. Si des opportunités sont trop fermées en termes d'apprentissage, en termes de progression dans ta vie future, essaye soit de les reconsidérer à nouveau, ou soit d'intégrer ces opportunités d'apprentissage dans ton poste que tu veux prendre. Ne prends pas des postes et reste tranquille. Tu dis, OK, j'ai trouvé ça comme ça. Donc, je ne peux rien y faire, je ne peux rien y changer. Peut-être que c'était comme ça, mais toi, avec tes envies de développement, tu peux être amené à faire bouger les choses. Donc, en ayant des propositions saines auprès de ta hiérarchie, tu pourrais faire changer les choses. Et donc, être dans une situation valorisante pour toi, valorisante pour tes compétences et pour la personne que tu veux devenir.
Définis-toi des objectifs clairs et aligne tes actions en fonction de ces objectifs. La troisième des choses à savoir, c'est que le travail sans réseau ne sert à rien. Je te parle du réseau scientifique. Encore une fois, si tu travailles dur, tu n'as pas de réseau scientifique, alors tu vas travailler très très dur. Et parfois, personne ne va réussir à te voir. Aussi, oui, 1 ou 2, 3 personnes. Mais tu n'auras pas l'impact et le retour que tu souhaites avoir. Donc, il ne suffit pas de se travailler uniquement. Il suffit d'avoir les personnes qui te connaissent, qui te voient et qui connaissent ton travail, ton talent aussi. Et les meilleures opportunités ne sont pas forcément publiques. Parfois, c'est du bouche à oreille. Moi, j'ai eu des opportunités où c'est quelqu'un qui me réfère à quelqu'un, qui me réfère à quelqu'un, qui me donne l'opportunité. La première fois où je commence à apprendre la bioinformatique, c'est une personne qui me réfère et je postule. Et j'ai réussi à avoir l'opportunité d'apprentissage. Donc, si tu restes et tu te dis, OK, je vais rester dans mon coin, je vais travailler dur, je vais m'en sortir. Ah, tu te trompes. Très bien, tu te trompes, tu te mets pas dans l'œil. Donc, les opportunités, si tu es dans le bon réseau, beaucoup de chercheurs africains sont isolés actuellement. Il manque de connexion, il manque de connaissances, de collaborateurs avec des scientifiques influents, des barrières de forme, mais ils ne savent pas comment faire pour les aborder. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour aborder ces scientifiques? La chose la plus facile, encore une fois, c'est de trouver un bon mentor. Un mentor qui a déjà un réseau et qui pourrait te présenter à son réseau. C'est la chose la plus facile à faire. Un mentor qui a un réseau et qui pourrait te faire entrer dans son réseau. Deuxième des choses à faire, c'est d'entrer dans des communautés scientifiques, dans des sociétés savantes ou dans des groupes de recherche, dans des groupes où il y a déjà des scientifiques que tu aimerais bien connaître et travailler avec eux, et également collaborer avec ces chercheurs-là, te rendre indispensable, te rendre visible. La troisième des choses, c'est que tu peux collaborer avec d'autres chercheurs dans les réseaux sociaux, notamment via LinkedIn ou X. Tu pourrais déjà commencer à interagir avec ces chercheurs que tu ciblerais en répondant à leurs posts, en ayant des conversations scientifiques avec eux pour comprendre, pour voir comment ils réfléchissent et entrer dans le système de pensée et donc te rapprocher de leur réseau également. Un chercheur qui co-publie par exemple avec un chercheur de renommée mondiale est plus mis en valeur qu'un chercheur qui publie avec des chercheurs lambda. Si tu publies avec des chercheurs reconnus dans le monde et que tu publies avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, celui qui a publié avec un chercheur reconnu a plus de poids que l'autre qui a publié des chercheurs lambda. Donc forcément, quand tu le fais très bien, quand tu as un très bon réseau, tu as un très bon output, c'est-à-dire que le travail sera très facilement valorisé, parfois même sans effort. Moi, je reçois parfois des opportunités, je ne sais même pas, ce sont des gens qui me recommandent des opportunités de travail, des opportunités de bourse, de tellement de choses. Parfois, je ne connais même pas la personne me dit, OK, j'ai exactement la personne dont tu as besoin et il te réfère au collaborateur, à n'importe qui. Et c'est comme ça que tu as des opportunités. Là, tu as travaillé dur, tu as eu un bon réseau et ce réseau te donne des opportunités. Et là, c'est comme ça que tu vas dire que tu es en train d'avancer parce que tu vois directement l'impact de ton travail dur. La quatrième des choses, c'est que j'aime souvent dire, c'est que tu ne peux pas travailler dur si tu n'es pas résilient et si tu n'as pas un plan d'action martial. Celui qui travaille dur, mais qui n'est pas résilient, qui n'est pas persévérant, il a de fortes chances, même malgré son travail dur, de souvent abandonner. Ça veut dire que tu peux travailler dur, mais tu ne finis pas ce que tu as commencé. Et donc, tu travailles très dur, mais on ne voit jamais ce que tu fais. Je suis sûre que tu connais ce chercheur-là qui travaille toujours très, très dur, toujours obstiné, déterminé, à la fin, il ne finit jamais ce qu'il a commencé. Et je ne veux pas que tu sois dans cette position-là. Donc, pour toi, ce que tu dois faire, c'est quand tu travailles dur, arrive au moins au bout de tes actions. Donc, persévère et donne le résultat que tu as demandé, que tu as souhaité produire en mettant des actions en place. Donc, beaucoup de scientifiques, encore une fois, hésitent trop longtemps en attendant le moment parfait pour postuler à une bourse ou pour soumettre un article parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent qu'est-ce que c'est pas si je suis rejeté. Mais pourtant, ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus gradés, ils ne sont pas forcément plus brillants, ni plus travailleurs. Mais ils osent et lorsqu'ils décident de le faire, ils vont jusqu'au bout. Donc, travaille en cycle rapide, par exemple, fais des recherches, écris, partage, publie. Essaye de mettre des temps pour être plus productif. Postule si tu penses ne pas être éligible à 100%. Mais si tu penses ne pas être prêt à 100%, mène cette action à bout. Et enfin, développe une résilience mentale de fer. Quand tu es un scientifique, ton mindset doit être très fort. Les échecs sont nombreux en science et les challenges encore plus nombreux. Et la pression tellement dure, tellement intense que si tu n'as pas un mindset de fer,
alors tu as toutes les chances d'abandonner. Et je ne veux pas que toi tu abandonnes, je veux que tu continues à te battre pour devenir ce chercheur talentueux brillant dont le monde a besoin. Donc, fais des efforts supplémentaires et n'abandonne pas. Et la cinquième chose dont tu as besoin, enfin, c'est la spiritualité. Oui, je sais. Je ne suis pas en train de faire un cours sur la religion ou sur la Bible et autres. Je ne suis que ce que tu appelles ça la spiritualité, tu appelles ça l'univers, tu appelles Dieu, Jéhovah, l'islam, Mohamed, tout ce que tu veux. Il faut que tu aies une croyance, une acceptation d'un être supérieur. Je m'explique. J'aime bien la citation qui dit: Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en discerner les deux. Je te pose une question. Est-ce que tu penses que Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline, savait réellement ce qu'il faisait? Il a découvert la pénicilline, pour la petite histoire, par accident. Il a fait des expériences au laboratoire. Il avait raté les expériences, mais il a observé quelque chose dans sa boîte de culture, des choses qui n'étaient pas là la veille, mais qui l'ont intrigué. Il aurait très bien pu, à ce moment donné, prendre sa boîte et la jeter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: je vais revoir, comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a eu la sagesse de discerner que ce qui s'est passé, c'était quelque chose qu'il pouvait étudier. Il pouvait changer les choses avec ce qu'il avait trouvé. Il a réussi à le comprendre parce qu'il a eu le courage d'aller investiguer. Et pour comprendre ton intuition, pour comprendre ton instinct, pour comprendre ce que ton esprit te dit, il faut que tu sois un peu spirituel. Il faut que tu aies une croyance supérieure qui te parle et que tu as l'instant, tu l'écoutes. Et les scientifiques ont souvent beaucoup besoin de ça. On appelle cela en science la sérendipité. Ça veut dire que tu trouves les choses par accident. Lorsque tu as cette sérendipité, tu as été connecté à un être supérieur que toi qui t'a dit: regarde encore bien par 2 fois cet élément-ci. C'est tellement vrai que même moi, j'ai eu à découvrir quelque chose dans mes analyses actuelles. Des analyses qui ont cassé la tête de nombreux scientifiques pendant 5 ans. Moi, en venant investiguer quelque chose d'une manière différente, c'est-à-dire je cherchais autre chose, mais j'ai réussi à trouver la solution à un petit problème qui a bloqué des tonnes de scientifiques pendant 5 ans dans mon laboratoire actuellement. Et donc tu imagines que si je n'avais pas cet esprit qui m'aurait parlé, cette croyance supérieure qui m'aurait parlé, qui m'aurait dit: essaye de chercher telle autre chose de manière transversale et va tester au laboratoire. J'ai testé au laboratoire, ça marchait et ça remarche toujours. Ça, il faut avoir un peu de spiritualité pour comprendre ces messages-là quand tu te sont présentés. Si tu n'as pas un peu de spiritualité pour revenir se lier à ton travail dur, il y a des petites opportunités que tu pourrais rater, manquer, tout simplement parce que tu n'as pas su écouter. Alors oui, croire en un être supérieur te permet d'être meilleur, ça te permet d'être accompli, ça te permet d'être épanoui. Et tu comprends que même les difficultés de la vie que tu rencontrerais sont faites pour te permettre d'apprendre quelque chose d'autre, sont faites pour te permettre de développer une compétence précise dont tu aurais besoin pour changer les choses demain. Alors une fois que tu comprends ça, peu importe le challenge, peu importe l'obstacle, tu es en paix parce que tu sais que dans cet obstacle, il y a une leçon. Alors oui, travailler dur ne suffit pas pour réussir en sciences. Il te faut la spiritualité, il te faut un mindset de fer, il te faut avoir un réseau très fort, il te faut travailler de manière stratégique, il te faut également être résilient. Lorsque tu as tous ces 5 éléments-là, tu as toutes les chances donc de réussir en sciences. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à la liker et partager à des amis si tu le souhaites qui bénéficient de ce message. Et dis-moi en commentaire ce que tu as apprécié dans la vidéo. Dis-moi si tu as retenu quelque chose, si quelque chose t'a marqué. Et n'hésite pas à me poser des questions et me dire également ce que tu souhaiterais apprendre davantage. Je te retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. À plus. Ciao, ciao. Et comme j'ai dit toujours, ose rêver pour l'Afrique.